j'insiste sur le fait que on a beaucoup parlé du tiers payant généralisé, hein, c'est-à-dire le fait que vous avez plus à sortir de l'argent, payer votre médecin, votre soignant. Derrière, vous avez un coût de la mise en place. Certains économistes ont sorti des papiers là, récemment qui montrent que la mise en place de ce tiers payant généralisé serait évaluée autour au moins de 2 milliards d'euros par an. Et on peut penser que ces 2 milliards d'euros par an pourraient être redistribués sur de l'accès aux soins, sur de la valorisation de soins, sur du traitement de zones déficitaires en médecins, etc., etc. Et on peut penser quand même qu'aujourd'hui, une partie de la population n'a pas à bénéficier du tiers payant généralisé. Tout à fait. Tous ceux qui peuvent se permettre d'aller dans des consultations de spécialistes, ça paraît une évidence. Ils peuvent parfaitement attendre le Le remboursement remboursement qui se fait en 3-4 jours par la sécurité C'est-à-dire que sociale. contrairement en fait à ce qui est présenté, ça va non pas apporter une aide aux plus défavorisés, ce qui serait quand même un petit peu logique, mais tout le monde, y compris par exemple nos charmants gouvernants, quelque bord qu'ils soient, pourraient en bénéficier alors qu'ils en ont du Bien grand sûr, besoin. parce que l'argument démagogique qui dit qu'aujourd'hui, l'avance de frais est un frein à l'accès aux soins, est démenti par tous les experts en matière de soins médicaux. Il est peut-être un peu plus vrai en matière d'optique. Oui, tout à et fait. probablement en matière de soins dentaire, voilà, c'est ça. Mais en matière de soins, aujourd'hui, vous avez quand même globalement 10 millions de Français qui bénéficient par des régimes spéciaux CMU, CMUC, ACS, aide à la complémentaire santé, AME, aide médicale d'État. Ah oui, tout à fait. Tout ça sont en tiers payant. Donc il y a déjà un socle de solidarité qui est nécessaire, qui fait que les gens n'ont pas d'avance de frais. Et donc, vouloir dire de façon démagogique, demain, tous les Français n'auront rien à débourser, est une erreur sociale, est une erreur politique, est une erreur de système de santé, parce que ce n'est pas nécessaire. Et on va... Tout a déjà été fait, en Tout a été fait. Ça. On peut Pour ceux qui en améliorer dans certaines situations. Je pense par exemple aux étudiants, à des choses comme ça, etc. On peut améliorer le système encore, mais ce n'était pas nécessaire de faire ça. Donc ça, c'est une erreur, au fond, une erreur, je dirais, idéologique. Oui. C'est le dogmatisme avant le pragmatisme. C'est un peu ce qu'on reproche comme aujourd'hui. Donc c'est le dogmatisme avant le pragmatisme, il risque de contribuer à détruire la médecine en France, enfin, la qualité de la médecine. Un autre point qu'on peut évoquer qui concerne les Français, c'est le libre choix. Le libre choix, c'est important. Je pense que c'est une des valeurs qu'il faut défendre. C'est-à-dire avoir la possibilité, en tant que patient, de choisir, d'abord de voir le médecin qu'on choisit, mais aussi de choisir son établissement. En France, il y a une bipolarité. Il y a le secteur public et le secteur privé. Et nous sommes tous attachés à pouvoir être soignés, soit à l'hôpital public, parce qu'il y a des équipes très compétentes à l'hôpital public, soit à l'hôpital privé, parce qu'il y a des équipes très compétentes à l'hôpital privé. Et donc ce choix, nous y sommes très attachés, les Français y sont très attachés. Et aujourd'hui, dans la loi, sans rentrer dans les détails, mais dans l'organisation des soins, et en particulier dans le chapitre service public hospitalier, on discrimine les établissements privés, on discrimine le secteur privé, en enlevant le rôle ce qu'on appelle
mission de service public que le secteur privé pouvait amener à la population. Je prends un exemple très précis qui nous concerne beaucoup, nous, en tant que chirurgiens. C'est les urgences. Aujourd'hui, en France, vous avez autour de 150 établissements privés, cliniques, hôpitaux privés, qui assurent des urgences dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital public. Les mêmes tarifs, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, c'est la même permanence de soins, et ces 150 établissements participent donc à une mission de service public. Et donc, la loi cherche à discriminer ces établissements, c'est-à-dire le secteur privé, avec une raison, c'est-à-dire l'existence de médecins qui exerceraient en secteur 2, vous savez, ce qu'on appelle en secteur honoraire libre, avec la possibilité de dépassement d'honoraires. Alors, actuellement, dans le texte de loi, ces établissements qui ont des médecins qui exercent en secteur 2 ne pourront pas rentrer dans le service public hospitalier. Mais alors, ce qui est caricatural, c'est que nous savons aussi que dans l'hôpital public, il y a des médecins qui ont une activité privée. Absolument. Et souvent, d'ailleurs, avec des compléments d'honoraires qui sont assez non négligeables. élevés. Et donc, là, il y a vraiment un problème constitutionnel. C'est-à-dire qu'on laisserait l'hôpital public, service public hospitalier, avec des médecins qui exercent en secteur 2 avec activité privée, et le secteur privé qui participerait au tarif sécurité sociale sans complément d'honoraires ne pourrait pas rentrer dans le service public hospitalier. Donc là, il y a vraiment une anomalie majeure, discriminante, et qui n'améliore pas l'accès aux soins. Pourquoi? Parce que en mettant toutes les urgences, entre guillemets, les missions de service public, dans l'hôpital public, on va augmenter l'attente, on va augmenter la problématique des urgences que nous connaissons, les urgences hospitalières publiques que nous connaissons depuis quand même quelques années, et que tout ce qu'il fallait faire dans cette loi, c'était de ce que la ministre d'ailleurs avait appelé le virage ambulatoire, mais elle n'a pas su le prendre. Le virage, il part tout droit. Et donc, il fallait justement amener au secteur privé, au secteur libéral, une certaine activité permettant d'abord soulager les urgences hospitalières publiques et d'avoir un système moins coûteux, parce que nous le savons, le secteur privé est aujourd'hui entre moins 20, moins 30% moins cher que l'hôpital public. Tout à fait. Avec des tarifs donc moins élevés. Donc pour la collectivité et pour l'État, alors que nous sommes quand même dans une politique de diminution des dépenses publiques, nous avons une loi qui va les augmenter. D'ailleurs, un des sujets que nous mettons sur la table aujourd'hui, c'est que cette loi, qui est une loi de santé, n'est actuellement pas financée. Donc le tiers payant généralisé, les conséquences du service public hospitalier, etc., ne sont pas financées. On est en plein. Donc on a des inquiétudes. On a vraiment des inquiétudes. Et ce qui est marrant, quand vous parliez tout à l'heure de la notion des urgences, parce que ce qui intéresse les Français, c'est normal, ils cotisent tout simplement pour être bien soignés. Je veux dire, ça ne va pas au-delà. C'est une réalité enfantine, et c'est la réaction la plus normale qu'on puisse avoir. C'est vrai que, vu que je pense qu'on est de la même génération, tous les deux, grosso modo, on n'est pas des perdants de l'année, et donc les souvenirs que l'on a au niveau des urgences, à l'époque, une fois qu'on était sorti de la faculté, de toutes ces choses-là, il faut quand même savoir que même dans les hôpitaux de province dont moi je suis issu et qui n'avaient pas la qualité d'organisation des hôpitaux parisiens, la durée moyenne d'attente des urgences, c'était entre, on va dire, 30 minutes et 1 heure, 1h15. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 6 heures, 7 heures, avec un risque, là aujourd'hui, avec un risque vital qui est, on peut dire, qui est présent. Perte de chance, perte de chance, et retard de diagnostic. Et ça, par exemple, et nous le disons, et les représentants des médecins généralistes
spécialistes le disent de façon importante, il faut valoriser aujourd'hui les soins de proximité. C'est la seule façon d'abord de rendre service à la population et d'avoir des soins de proximité solides qui coûtent moins cher que d'amener un patient à l'hôpital public aux urgences. D'accord? Donc ça, c'est essentiel. C'est essentiel. On va diminuer le fonctionnement des hôpitaux publics, diminuer les dépenses publiques hospitalières, soulager les urgences et rendre service à la population. Parce qu'il vaut mieux être pris en charge en proximité, près de chez soi, quand ça le nécessite, plutôt que de prendre sa voiture, une ambulance ou être amené dans des urgences hospitalières à 50 km ou à 60 km. Faire l'attente, d'accord? Et donc, voilà. Donc on est dans ce système. Et un des volets qu'il fallait développer dans cette loi, c'était redonner du souffle à la médecine de proximité. D'accord? Donc de la médecine de proximité, c'est-à-dire des médecins généralistes et spécialistes de proximité, des médecins libéraux. Mais là aussi, le dogmatisme prime sur le pragmatisme. Voilà ce que nous reprochons aujourd'hui parmi les points désastreux dans cette loi. Il ne faut pas perdre tout espoir, hein, parce que grâce à des personnalités comme le docteur Philippe Cuc, à un certain nombre d'autres représentants de fédérations, des professeurs d'université, comme vous disiez, je ne savais même pas que l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie, qui sont quand même des références totalement scientifiques, internationales et complètement apolitiques, parce qu'on peut toujours accuser le Conseil de l'Ordre d'être un petit peu partisan, mais je pense que l'Académie de médecine et l'Académie de chirurgie, c'est avant tout des types extrêmement compétents. Donc, gardons espoir. Et grâce à vous qui allez relayer l'information, je pense que nous arriverons à avoir des discussions et un résultat intéressant de manière à ce qu'en France, vous puissiez continuer à être très bien soigné. Écoutez, merci infiniment, Dr Philippe Cuc, Avec plaisir. et certainement à très bientôt.